Dans ma dernière expérience, dans ma dernière entreprise, j'ai vu des changements profonds. J'y suis pas resté très longtemps, 3 ans et 8 mois. Ouais. Mais j'ai vu un grand cabinet international arriver avec des jeunes cadres dynamiques en costume cravate, qui n'avaient jamais vu un client, qui n'avaient jamais vu d'équipe, et qui ont mis en place un outil de reporting assez terrible, qui a malheureusement, pour moi, c'est mon avis, déshumanisé complètement l'entreprise. Ça a créé un turnover de fou. Les représentants passaient 30-40% de leur temps à faire l'administratif. C'est énorme, 30-40% d'un temps pour un commercial. Et je me suis dit, tu vois, avec ton expérience, tu as été sur le terrain, tu as été représentant. Bon, globalement, humblement, tu sais à peu près ce qu'il faut faire pour faire du commerce et manager aujourd'hui. Et tu sais surtout ce qu'il faut pas faire. Et c'est ça qu'il faut pas faire. Et donc, quand je suis arrivé chez Cetin, je suis surtout, faut pas tomber dans ces travers-là, parce que pour moi, c'est dangereux pour les entreprises. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Mariano, qui est directeur commercial du groupe Cetin. Avec lui, on va parler de management et de comment manager une équipe commerciale pour qu'elle s'éclate au quotidien et qu'elle soit la plus puissante possible. Donc il va parler d'autonomie, il va parler de comment faire moins de reporting, voire pas de reporting et pas de visio, pour un management de proximité, où on prend du plaisir à être ensemble, tout en étant exigeant et efficace. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vraiment ça qui nous permet d'avoir des invités intéressants à chaque émission. Salut Stéphane. Salut Camille. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview Le Faire en Vrai. Moi aussi, vraiment, voilà. Merci de l'invitation. Je t'en prie, avec grand plaisir. Peut-être que pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement ton parcours, ce que tu fais actuellement dans les grandes lignes. Écoute, j'ai 49 ans, je suis directeur commercial du groupe Cetin depuis maintenant 4 ans. Derrière des expériences plutôt dans des très grands groupes. Donc là, j'ai rejoint une entreprise 100% familiale. Donc, j'ai bossé chez Saint-Gobain, j'ai bossé pour un groupe qui s'appelle Chromologie, chez Berner également. Donc des boîtes qui sont beaucoup plus grosses en termes de taille. Ouais. J'ai eu une expérience aussi en gendarmerie. J'ai fait mon service militaire, puis ensuite j'ai été réserviste actif. Et puis j'ai eu la chance aussi, c'est important pour moi de le dire, d'être président d'un club de hockey sur glace pendant 4 ans à Tours. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, parce qu'il y a des choses intéressantes. Je pense que c'est important que tu cites ces deux expériences-là qui sont pas, j'allais dire, liées directement à ta carrière, mais qui sont venues nourrir et inspirer ton management. Ouais, puis c'est mon parcours de vie, donc ça m'a aidé pour la suite. Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on entre un peu plus dans ce que tu fais au quotidien avec tes équipes, ce que fait le groupe Cetin ? Alors le groupe Cetin, c'est un groupe qui est spécialisé dans la vente de produits pour le bâtiment, tout ce qui est produit pour la fourniture industrielle et quincaillerie de bâtiment, pour les entreprises, uniquement pour les pros pratiquement. Et tu as une équipe de combien de personnes ? C'est difficile à dire. Entre les itinérants et les sédentaires, je dirais une équipe entre 400 et 500 personnes peut-être. Ok, d'accord. Donc ça fait du monde quand même. Oui, ça fait du monde. ça fait du monde. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand on a discuté de management ensemble, c'est que tu m'as dit, voilà, moi, mon mandat, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une équipe commerciale qui s'éclate au quotidien, qui prend beaucoup de plaisir et qui est puissante. Oui, alors le plaisir au travail, c'est important pour moi. Voilà, donc je pense qu'on va y revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout ce que tu as construit pour arriver à faire ça, ce dont on peut parler au début, c'est déjà l'organisation que tu as mis en place, parce que je sais que quand tu es arrivé, c'est la première chose que tu as changé assez vite. Oui. C'est l'organisation. Alors évidemment, quand je suis arrivé, je tombe dans une entreprise qui n'a rien à voir avec l'entreprise précédente. Parce que beaucoup plus familiale donc et plus petite aussi. Il faut s'adapter, effectivement, plus petite. Et puis je démarre par faire un rapport d'étonnement en fait. Je prends quelques semaines. Je lui dis tiens voilà ce qui fonctionne pour moi moins, même si l'entreprise fonctionnait très bien en termes de croissance de chiffre d'affaires. Et puis j'ai présenté ça donc à mon patron, Eric Cetin, le PDG du groupe. Il a eu un temps de réflexion, comme souvent, et il a besoin de mouliner, mûrir un petit peu tout ça. Et puis un jour, il m'a appelé, on s'est vu, puis il m'a dit, banco, on y va. Donc on a changé l'organisation, on l'a fait évoluer. Il m'a laissé choisir mes hommes, donc je le remercierai jamais assez pour ça, parce que c'est important de choisir son équipe. Et puis, suite à différentes discussions, on a échangé. Des fois on était d'accord, des fois on était moins d'accord. Mais il m'a toujours laissé de l'autonomie, et puis on a mis en place cette nouvelle organisation qui fonctionne aujourd'hui depuis 3 ans. Et ce qui est intéressant, moi, quand tu m'en as parlé, c'est que tu veux changer l'organisation à ce moment-là, alors qu'elle fonctionne. Quand je dis elle fonctionne, c'est-à-dire que les résultats sont là et les résultats sont bons. Donc on aurait pu se dire, pourquoi changer l'orga puisque le chiffre d'affaires suit. C'est vrai, d'ailleurs, je pense que dans l'entreprise, il y en a qui se sont dit,
Et ce qu'il vient faire, lui, pourquoi il veut changer l'organisation? Est-ce que c'est juste une lubie d'un nouveau qui arrive? Alors, pas du tout. D'abord, moi, l'organisation ne me convenait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'un côté les sédentaires, de l'autre côté les itinérants. Donc ça, pour moi, c'est pas cohérent. Et en termes de communication, il faut... Tu peux peut-être nous dire ce que c'est sédentaire itinérant? Oui, alors, pour toi? les sédentaires, c'est les gens qui sont dans les agences, qui sont au téléphone ou qui sont à l'accueil client au comptoir, qui vendent des produits en agence pour les clients qui viennent dans les agences. Et puis les itinérants, c'est les commerciaux sur la route, donc qui vont voir nos clients et qui vont vendre l'offre et la gamme de produits à nos clients. Donc ça, c'était deux organisations qui étaient, je dirais, en parallèle. Et moi, ça me convenait pas parce que en termes de rapprochement d'équipe, je préfère que les gens se parlent et quand il y a des problématiques, ça soit géré par une seule personne. Donc ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, je considère aussi qu'il vaut mieux réfléchir à l'avenir quand tout va bien que commencer à réfléchir quand ça commence à pas aller. Et donc, pour préparer les 15-20 ans qui arrivent, l'idée pour moi, c'était de réfléchir à une organisation qui soit pérenne dans le temps. Qu'est-ce que tu changes dans cette organisation concrètement? Qu'est-ce que tu fais comme changement majeur? Alors l'idée, c'est de décentraliser complètement l'organisation, de faire en sorte qu'il y ait des directeurs de région et que ces directeurs de région soient les patrons de leur région, de l'intégralité du commerce. Je fais le choix de différentes personnes qui étaient déjà dans l'entreprise, c'est 100% évolution interne. Et puis, on discute. Évidemment, ça fait toujours, comme dans tous les choix, des gens contents, des gens un peu moins contents parce qu'il y en a qui voulaient aussi le poste. Mais il faut assumer ses choix, donc j'explique pourquoi je le fais et qui je prends. Je leur dis, voilà, on va faire un bout de chemin ensemble. Le niveau était pas le même pour tout le monde. Et puis je leur dis, je vais essayer humblement de vous accompagner pour devenir des vrais patrons de région et que vous soyez reconnus en tant que tels, vous puissiez assumer aussi vos décisions et emmener votre équipe au maximum avec vous. Et puis faire en sorte que les équipes se parlent, se comprennent, travaillent ensemble. Et du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, toi, ce que tu crées, je pense que ça c'est le premier, on va dire, fondamental pour toi, c'est l'autonomie. Donc ça se traduit d'abord par une organisation qui permet cette autonomie pour tes directeurs de région. Tu vas chercher des profils du coup qui correspondent à cette autonomie que tu vas donner, qui sont capables de l'assumer. Et tu m'as dit autre chose quand on préparait, c'était je voulais qu'ils aient l'impression de gérer comme une petite entreprise en fait, que leur région, ça à eux, qu'ils en soient. Alors, il y a une notion entrepreneuriale dans une boîte, mais il y a cette notion-là. Oui, on est là-dedans. Ouais. Comment au quotidien ça se met en place? Premièrement, j'ai mis à peu près 1 an. Faire le choix des hommes, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, tu avais besoin de voir, d'observer. Il fallait que je connaisse les gens, j'ai besoin de confiance, aussi de sentir la confiance mutuelle. Donc j'ai mis 1 an pour savoir à qui j'avais affaire, qui va pouvoir accompagner le changement dans la continuité, parce qu'il fallait aussi garder l'ADN de l'entreprise. Ça c'est important, entreprise familiale. Au fil de ces 1 an, on a fait le choix des personnes, et puis on a beaucoup discuté, échangé, on s'est vu, en formel, en informel. Et puis l'idée, c'était effectivement de leur donner d'autonomie, qu'ils soient patrons de leur business, et que moi, j'ai des relais très forts en région. Et quelque part, j'ai envie de dire que il se passe des choses en région. Le patron de région, c'est à lui de gérer ces problématiques. Et on en discute et il me rapporte les problèmes s'il faut les régler. Mais globalement, pour moi, le patron de région, avec la confiance, avec l'autonomie, il doit prendre, je dirais, la position qui s'impose pour être reconnu comme ça par nos fournisseurs, par nos clients aussi, puis par l'ensemble des collaborateurs. Et aussi par les gens du siège, parce que ça, c'était nouveau. Chez Cetain, tout était centralisé au niveau du patron. Pendant des années, ça a très bien fonctionné. Sauf qu'on est arrivé à une taille, pour moi, critique. C'est-à-dire qu'on est, pour moi, trop petit encore pour être considéré comme un énorme groupe. Mais on est déjà beaucoup trop gros pour être considéré comme une petite boîte familiale. Donc, on est un peu à la croisée des chemins. Donc, il faut s'organiser, il faut se structurer. L'enjeu, pour moi, c'était d'aider à structurer, avec évidemment toujours l'aval du patron. Et donc du coup, quelle autonomie concrètement tu leur laisses à tes patrons de région? Est-ce que par exemple c'est eux qui fixent leurs objectifs? Tu vois, est-ce que vous les fixez ensemble? Comment ça se passe? Alors j'en discute avec le patron, mais globalement après les objectifs, ils se fixent leurs objectifs à eux par rapport à ce qu'ils veulent faire dans l'année, sur le développement, la croissance, combien de recrutements on va faire, où est-ce qu'on pourrait ouvrir une agence. Ça, c'est des choses assez concrètes, donc on en discute très très souvent. On fait des points de performance trimestriels aussi. Soit des points pour recadrer des fois, soit pour créer aussi de la croissance par des actions sur les ventes. On est en contact toutes les semaines. On se voit à peu près tous les mois et demi, parce que la région est relativement vaste pour moi, mais c'est très très important pour moi de les voir très régulièrement. Ça, on va y revenir. Et du coup, c'est intéressant, tu les laisses aussi se dire, tiens, quelle pourrait être l'expansion business qu'il pourrait y avoir sur ce territoire-là, de faire des propositions. Enfin, tu vois, ils ont aussi tout ça dans leur... c'est même ce que j'attends dans leur mission, quoi. Ouais, ce que j'attends d'eux, c'est de se projeter aussi sur la suite. Parce qu'on est tout le temps en évolution. C'est un groupe qui va très vite. On est reconnu d'abord pour notre activité, et c'est vraiment le maître mot chez Cetain.
Mais eux, moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils soient force de proposition, qu'on puisse discuter, échanger. J'attends qu'ils soient pas d'accord avec moi aussi. Ouais. Donc qu'on puisse en discuter. On a un niveau d'exigence qui est fort aussi. Donc non, l'idée, c'est qu'ils m'apportent aussi, parce que c'est un travail commun. Propositions. Et puis ils me font grandir aussi. Très clairement, j'apprends aussi avec eux. Quand j'ai démarré avec les 6 directeurs de région, maintenant il y en a un peu plus. Les régions on a créé plus de régions. J'ai d'abord essayé de trouver un avocat. Ils ne le savaient pas vraiment. Quelqu'un sur qui je vais pouvoir m'appuyer, qui est reconnu dans l'entreprise, qui a depuis très très longtemps. Et quand tu dis un avocat, c'est au sens tempérament, ouais, c'est ça? Bien sûr, un avocat au sens tempérament. Quelqu'un qui va pouvoir, avec moi, porter aussi le message de ce qu'on attend d'un directeur de région. Ça a bien fonctionné. Alors je lui ai dit après, quelques temps après, que ça avait été l'avocat. Donc, parce que j'aime bien dire les choses. Alors, faut ça plaît pas, mais au moins on s'est dit les choses. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Donc toi, tu avais réfléchi à tout ça et comment tu allais composer ton équipe de directeurs de région oui. Pour être sûr d'avoir le bon réseau sur lequel s'appuyer et construire cette équipe. Oui, puis je pense que j'aurais été frustré si on m'avait pas permis de le faire, très sincèrement. Oui, en fait, tu as fait une forme dans ton organisation de stratégie des alliés et tu es allé chercher des gens dont tu savais que tu pouvais avoir confiance et qui allaient emmener le reste avec eux, même s'il y avait peut-être des paris dans certains choix que tu avais pu faire. Ouais, au moins, tu avais quand même commencé à avoir c'est ça. Voilà, des gens dont tu savais qu'ils allaient et te challenger et en qui tu pouvais avoir confiance. La première année, elle a servi essentiellement à ça. Ouais. Réfléchir à la stratégie en commun avec Eric Sétain, trouver les bonnes personnes. Alors c'est toujours un peu vrai, au siège aujourd'hui, on a toujours besoin d'alliés pour que les choses aillent un peu plus vite. Quand t'es en région, c'est bien. De pas créer cette scission en fait, parce que je pense que c'est une vraie, dans ce genre de métier, que tu sois sur les usines, moi je vois mes clients en usine, c'est pareil, ou quand t'as une organisation en réseau dans le reste de la France, comment tu gardes ce contact avec le siège? Oui, alors moi j'ai un atout terrible, qui ne devait pas forcément être un atout au démarrage, c'est que j'habite pas à côté du siège. Ouais. C'est-à-dire que moi j'habite au milieu, j'habite à Tours, le siège est à côté de Rouen. Donc finalement, pour les gens du terrain, je suis pas vraiment vu comme quelqu'un du siège. Pour le siège, je suis pas vraiment vu comme quelqu'un du terrain. T'es entre les deux. C'est génial, parce que ça me permet d'être un lien terrible entre le siège et les gens du terrain, d'avoir une position finalement qui est vraiment la meilleure. Aujourd'hui, c'est plus une force qu'une faiblesse d'être décentralisé pour moi aussi. Et du coup, tu arrives à te battre pour ces équipes au niveau du siège. Enfin, tu vois, comment tu fais ce lien? Parce qu'à la fois, tu as un patron qui, quand même, est très présent. Oui, très. Qui donne beaucoup son avis et c'est très bien. Et tu as aussi un terrain avec lequel il faut composer, qui a peut-être des attentes parfois qui sont pas exactement celles de ton patron. Comment tu fais pour faire ce lien-là? Alors c'est tout l'enjeu pour moi, c'est d'aller porter la voix. Je suis toujours un peu le tampon, mais c'est un peu le rôle aussi. J'oublie pas qu'il y a toujours un client derrière moi et que ce qui m'intéresse, c'est que les clients soient servis. C'est comme ça qu'on se développe. Donc le client, c'est le juge de paix quoi qu'il arrive. Pour moi, le client, c'est le juge de paix quoi qu'il arrive. On peut se raconter tous les blablas du monde. Il faut que ça avance, donc effectivement, et puis j'essaie d'imposer aussi ma voix, j'espère que j'y arrive. En tout état de cause, aujourd'hui, il faut que ça avance, mais je dis toujours, il y a un client au bout, il faut que le client soit satisfait. Après, nous, en interne, c'est notre sauce, mais il faut que ça avance. Je pense que c'est très bon, ça peut paraître très basique ce qu'on est en train de se dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'organisations dans lesquelles on oublie que c'est le client, finalement, qui à la fin a raison. Alors c'est peut-être parce que je démarrais comme représentant. Donc toi, tu as cet ADN très fort du client en premier. Moi, j'ai pas fait une grande école de commerce. Par contre, j'ai fait énormément de terrain. Donc, effectivement, pour moi, c'est important. Je sais exactement que la priorité, ça reste le client. Et effectivement, tu as raison. Il y a beaucoup qui l'oublient. Et en tout cas, je l'ai senti dans mes expériences passées dans d'autres entreprises dans lesquelles je suis passé. Je pense que ça peut régler pas mal de guerres de territoire, de guerres d'ego, de conflits en interne. Tu vois, de dire, de toute façon, le client, il a besoin de ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça règle la question, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a peu de guerre d'ego chez Sétain. Les gens, il y a une forte humilité, d'abord dictée par le patron. Et ça, c'est aussi une valeur importante dans l'entreprise. Ça me fait du bien. Ouais. C'est pas pareil partout. Non. C'est ça qu'on sent. Et alors, du coup, pour faire la suite, c'est que du coup, tu as ton organisation que tu as choisie, tu as fait ta stratégie des alliés, tu as des directeurs de région en qui tu as confiance partout en France et tu assures ce lien avec le siège. Maintenant, il faut que cette autonomisation, on va dire, elle permette d'avoir les mêmes résultats et qu'elle permette de continuer à grandir parce que j'imagine que dans ton mandat, il y avait aussi qu'il fallait pas que l'orga déséquilibre le chiffre d'affaires, en tout cas fasse chuter, mais que ça continue à faire grandir. Et je sais que pour faire ça, toi, tu as développé ou tu avais déjà, et puis tu continues à le travailler, des fondamentaux managériaux. Donc, il y avait l'autonomie, qui est, on va dire, un prérequis. Et après, il y en a un autre, moi, qui m'a pas mal marqué, et je pense que ça continue sur ça, sur cette histoire d'autonomie, c'est, tu m'as dit, moi, je fais très peu de reporting. Est-ce que tu peux nous expliquer très peu de reporting? Parce que moi, je trouve que beaucoup d'entreprises aimeraient faire peu de reporting, mais en fait, ça s'est accru. Peut-être même d'ailleurs avec le télétravail, parce que comme tu vois moins tes salariés, malheureusement, la tendance, c'est de vouloir un peu plus parfois les contrôler. Oui.
Donc c'est peut-être un petit peu à contre-courant. Comment toi tu gères cette autonomie et ce peu de reporting et en même temps en faisant en sorte que ça marche? D'abord, culturellement, dans l'entreprise, il y en avait peu. Ok. Et quand Donc je suis t'as pas arrivé, dû à te battre pour détricoter non. des choses qui existaient Et déjà. quand je suis arrivé, les gens ont plutôt eu peur que j'en mette beaucoup. Ouais. Surtout, ils ont dû se dire il arrive d'un grand groupe. Ouais, c'est ça, Voilà, exactement. ça sent le tableau Excel et Je et l'ai- les KPI dans tous les sens. Je l'ai senti. Et dans ma dernière expérience, dans ma dernière entreprise, j'ai vu des changements profonds. J'y suis pas resté très longtemps, 3 ans et 8 mois. Ouais. Mais j'ai vu un grand cabinet international arriver avec des jeunes cadres dynamiques en costume cravate, qui n'avaient jamais vu un client, qui n'avaient jamais vu d'équipe, et qui ont mis en place un outil de reporting assez terrible, qui a malheureusement, pour moi, hein, c'est mon avis, déshumanisé complètement l'entreprise. Ça a créé un turnover de fou. Les représentants passaient 30-40% de leur temps à faire l'administratif. C'est énorme, 30-40% d'un temps pour un commercial. Et je me suis dit, tu vois, avec ton expérience, tu as été sur le terrain, tu as été représentant. Bon, globalement, humblement, tu sais à peu près ce qu'il faut faire pour faire du commerce et manager aujourd'hui. Et tu sais surtout ce qu'il faut pas faire. Et c'est ça qu'il faut pas faire. Et donc, quand je suis arrivé chez Cetin, je suis surtout, faut pas tomber dans ces travers-là parce que pour moi, c'est dangereux pour les entreprises. Voilà. Alors, il en faut un peu parce qu'il faut quand même qu'on soit exigeant sur les résultats, donc il y en a un peu aussi. Quand tu dis un peu, c'est quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu leur demandes comme reporting minimal? Minimal, c'est le rapport d'activité, notamment pour les commerciaux qui sont plutôt en stagnation de chiffre d'affaires ou en baisse de chiffre d'affaires. Mais en l'occurrence, pour ceux qui augmentent leurs chiffres régulièrement, ils n'ont pas de reporting. Donc comment tu suis, toi? Comment je suis? Déjà, les chiffres sont têtus. Quand tu ça fonctionne, il n'y a pas de raison de les embêter tant que ça fonctionne et tant que les chiffres progressent. On commence à s'intéresser quand ça progresse plus ou quand ça régresse. Voilà. Donc c'est relativement light. On travaille beaucoup sur la confiance et l'autonomie aussi, hein, même avec l'équipe commerciale itinérante. Finalement, ça fonctionne. Donc on me propose souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui m'appellent pour me proposer des CRM, beaucoup d'outils d'analyse, de reporting. À chaque fois, je dis non, ça m'intéresse pas. Sachant quand même que les représentants ont tous une tablette pour suivre leurs clients, donc ils ont déjà beaucoup d'informations, ils peuvent faire des plans de tournée. Donc en autonomie, ils peuvent déjà se gérer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien chez Cetin. Voilà, mais c'est un outil, par contre, qui est dédié au commerce. Il n'est pas dédié à avoir un fil à la patte. Et en plus, bien souvent, l'écueil de ça, sur ces beaux outils de reporting, c'est que c'est pas exploité derrière. Et on perd du temps, tout le monde perd du temps pour rien. Donc ça m'intéresse pas. Ça rassure le siège souvent, de se dire, allez, il y a un outil où ils vont remplir, et en fait, c'est pas exploité derrière, donc ça sert à rien, et en fait, vaut mieux qu'ils fassent du commerce que passer du temps à remplir un tableau. Je préfère qu'ils soient dans l'action, et moi je me dis que ma priorité, c'est qu'ils soient chez les clients à prendre des commandes. D'ailleurs, je pars du principe souvent, ça paraît prétentieux, mais que des fois, quand certains concurrents font des devis ou de l'administratif, nous on a déjà livré le client. Voilà, ça j'aime bien. Et donc du coup, tu disais, donc quand ça marche, quasiment pas de reporting. Pratiquement pas. Quand tu veux dire quand leur chiffre est en tout cas en Alors il y a des points, progression. Il y a des points avec leur manager, hein. Il y a des points qui sont faits régulièrement, mais il n'y a pas de reporting papier, non. Quand ça va moins bien, comment tu t'adaptes? Parce que tu vois, donc ça c'est dans le cas de ce directeur de région, ce commercial, le chiffre d'affaires augmente ou en tout cas est ISO. Comment tu fais pour les autres? Là on fait un point avec le manager. Donc on dit tiens là ça augmente, ça stagne depuis quelques mois ou ça régresse depuis quelques mois. Donc l'idée c'est de mettre. T'attends de voir déjà quelques mois. Oui, tu t'alarmes pas tout de suite. Mois, parce que sur un mois ça veut rien dire. On prend une grosse affaire, on passe pour le meilleur. On a malheureusement la perte d'un client, on passe pour quelqu'un qui est mauvais, alors que dans les faits ça s'analyse sur au minimum un trimestre. À partir de là on va mettre un reporting. Mais c'est d'abord pour les aider, c'est d'abord pour cadrer, parce que des fois, il y a souvent deux problématiques. Hein. Soit on travaille pas assez, on voit pas assez de clients, soit on perd le fil parce qu'on n'est pas assez persévérant. Donc là, d'abord, l'idée, c'est de les aider. On met un plan d'action sur plusieurs mois. Donc toi, tu analyses ce qui a fait qu'il y avait une stagnation, une régression, tu regardes avec eux. Oui. Et tu dis, c'est ces deux choses-là souvent qui reviennent. 90% du temps, c'est un manque de travail, un manque de visite client ou un manque de persévérance. Très souvent, c'est ça. Donc là, on va essayer d'aider les collaborateurs un maximum. C'est timé quand même. Et puis là, ça a deux effets. Soit ça a un effet booster, et puis c'est exactement ce qu'on souhaite. Hein. L'idée, c'est pas de créer une usine à représentants à turnover. Soit malheureusement, ça fonctionne pas, et là, on essaie d'identifier pourquoi ça fonctionne pas. Et comment t'accompagnes sur ces deux volets, toi, tes commerciaux? De façon très simple, c'est-à-dire qu'on a un outil qui nous permet de mettre des objectifs mensuels, différents objectifs mensuels, et puis on fait le bilan à 3 mois. À 6 mois, puis après on fait un vrai bilan. Au bout de 6 mois, on sait à peu près où on en est. Mais du coup, si par exemple il manque de persévérance, comment toi tu gères le truc? On a des responsables des ventes qui sont là pour les accompagner. Ils sont là pour les booster aussi. Ils sont là pour analyser ce qu'il faut faire en termes de persévérance, de dire c'est pas parce que t'as un client qui t'a dit non, 2 fois qu'il va te dire non la 4e fois. Et souvent c'est ce qui fait la différence, c'est que le client, au final, on arrive à le décrocher peut-être au bout de 5-6 visites. Et malheureusement, alors notamment avec la jeune génération,
je veux pas faire une généralité, mais ils Mm. baissent quand même les bras assez facilement. Ouais. Et puis comme ils veulent tout de suite, ça arrive pas tout de suite. Ouais. Sauf que c'est dans le temps qu'on fait sa progression. Donc toi, tu es là pour accompagner cette culture de la persévérance. Ouais, alors je serai jamais. J'essaierai toujours d'être positif et dans l'offensif, enfin toujours offensif. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup, c'est ça que tu leur apprends. Et c'est quoi au quotidien, tu vois, quand on est commercial, ça veut dire quoi être toujours positif et toujours offensif? Bah, pas baisser les bras, Ouais. pas se dire que c'est fini avant d'avoir commencé, garder un état d'esprit de motivation, parce que c'est pas Ouais. moi qui dois être derrière eux le matin pour l'élever, hein. Faut qu'ils se lèvent. Il y a beaucoup de gens qui évoluent, qui sont en interne, qui évoluent en externe, qui se disent bah c'est facile. Mais finalement, on se retrouve, il y a deux choses qui sont difficiles. Bah, on n'a plus un cadre, c'est-à-dire que là, on est dans sa voiture et faut aller au combat, on va dire. Ça, c'est la première chose. Et puis, bah, effectivement, la motivation, elle peut être aléatoire, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans. Donc, il faut tout le temps avoir, malgré tout, un contact avec le manager pour que ça bouge, ça évolue. Et quand tu me dis toujours offensif, et je me rappelle que tu m'as précisé pas agressif, Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, j'imagine que c'est par rapport au client. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bah, c'est par rapport au client et aussi à l'équipe. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir un management déconnecté de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit quand même être dans la bienveillance, dans l'accompagnement. On ne doit pas être agressif. Et chez le client, c'est pareil. C'est-à-dire chez le client, nous, on travaille avec des clients sur du long terme. Ouais. C'est pas du one shot. On est dans le B2B, donc c'est long. Donc si on est agressif avec les clients dès le démarrage, on se ferme les portes, terminé. La qualité de la relation commerciale est importante et ça se construit dans le temps. Ouais. J'oublie pas aussi les fonctions en interne qui sont très importantes parce que notre client, nous, il est aussi suivi par la personne au comptoir qui doit aussi avoir le smile et puis savoir comment aborder un client. Et puis au téléphone, parce que le sourire s'entend au téléphone. Donc il faut aussi que nos équipes en interne soient motivées, dynamiques, souriantes. Donc le rôle du manager, c'est aussi de manager pas que les externes, c'est aussi de manager les gens en agence. Et j'imagine que ça, c'est peut-être là où tu t'es inspiré du sport, de ton expérience dans le sport. Oui. Je sais pas. Si tu veux faire un parallèle, quand tu me dis ça, tu vois, toujours positif, offensif et pas agressif. Ah oui, c'est effectivement, il y a une expérience en sport qui est probante. Je connais rien au hockey sur glace, mais je me dis que peut-être ça correspond. Alors pour moi, c'est le plus beau sport, premièrement, parce que je suis passionné. Dans mon expérience de président, j'ai eu la chance de manager pendant 4 ans des bénévoles. Ouais. Et on manage pas du tout des bénévoles comme on manage des salariés. C'est-à-dire que le bénévole, lui, contrairement aux salariés, quand on va lui dire bah, tu fais ça, tu viens à l'heure et puis tu as ça à faire, il faut savoir lui parler, il faut savoir être bienveillant, il faut savoir l'écouter. Il faut savoir de temps en temps aller prendre un petit peu de temps avec lui. Pourquoi? Parce que, étant donné que lui, c'est du bénévolat, s'il n'est pas content, il dit bah, écoute, si t'es pas content, je m'en vais. Quand il n'y a plus de bénévoles, on ne peut pas faire marcher le club. Ouais, les leviers de rétention Effectivement. sont hyper durs à trouver, en fait. Il faut être moins directif, ça c'est sûr. C'est plus fragile. C'est plus fragile, mais moi, ça m'a beaucoup aidé pour le management dans l'activité professionnelle. Ouais. Parce que les gens, il faut savoir leur parler, il faut savoir essayer de trouver les leviers de motivation. Donc prendre un petit peu de temps avec eux pour les connaître. Et les leviers de motivation sont différents de l'un à l'autre, quoi. Bien sûr. Alors même si dans le sport, on est tous animés par le sport au final. Ouais. Et dans l'entreprise, il faut trouver les leviers de motivation et savoir parler aux gens. Et du coup, le bénévolat, qu'est-ce que tu en as gardé? Le management du bénévolat, qu'est-ce que tu as transposé, que tu gardes encore aujourd'hui super précieusement dans ton management? Alors d'abord, c'est effectivement une expérience qui a été hyper enrichissante pour moi à titre personnel. Ouais. Mais effectivement, pour le management, la notion de respect des personnes, déjà. Ça, c'est la première chose. Si on ne respecte pas les gens aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et puis le management a changé. Ce qui se faisait il y a 20 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a plein de choses qui ont évolué aujourd'hui. C'est pas parce qu'on paye quelqu'un que la personne va rester ou qu'elle est motivée. Non. Ça, faut s'enlever ça de la tête aujourd'hui. Ça suffit. Au-delà de la partie rémunération, fixe ou variable, il faut trouver tous les autres leviers. Aujourd'hui, la vie privée est importante. La qualité de vie au travail est importante, la RSE, il faut aussi que les gens s'intéressent un peu à leurs loisirs. Ouais. Donc tout ça, c'est simple, hein, pour moi, il faut passer du temps avec les gens. Si on est derrière... Ce que tu faisais avec les bénévoles, toi, pour garder tes bénévoles avec toi dans ton club, il y avait la passion du sport en commun. Toi, tu dis, c'est bien, mais ça suffit pas, parce que si tu les respectes pas, ça marche pas. Et passer du temps avec eux. Oui, il faut connaître leur prénom, il faut passer un peu de temps, savoir qui ils sont. Il faut passer un petit peu de temps après l'activité aussi pour discuter. Il faut aussi montrer l'exemple. C'est-à-dire que moi, j'étais président, quand j'avais besoin d'une boisson, j'allais payer ma boisson. Ouais. Parce que le bénévole, lui, c'est important pour ça. Pour lui, de voir que, effectivement, c'est pas des gens qui arrivent et puis qui se croient tout permis. Ouais. Et ça m'a beaucoup servi. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que tu fais avec ton équipe, c'est ça. Donc déjà, j'imagine qu'il y a la vision commune et il y a l'amour du métier que toi, tu dois... En plus, toi, t'es
passionné quand même, j'ai Ouais. l'impression de ce que tu fais. Ouais. Donc ça, j'ai l'impression que tu l'inculques au quotidien. Et moi, ce qui m'a aussi marqué, donc du coup, je fais le lien quand on a discuté ensemble, c'est le côté, tu m'as dit, c'est peu de reporting et peu de visio. C'est-à-dire, Oui. j'y vais pour les connaître. Et c'est là que je fais le lien avec le bénévolat, où tu me dis, passer du temps avec eux, Ouais. les connaître, les comprendre, comprendre leur levier de motivation personnelle et du coup singulier. Ça, c'est un truc que tu fais. Et je sais que pour ça, du coup, tu te déplaces beaucoup, quoi. Oui, alors je fais un minimum de visio, vraiment quand c'est obligatoire, donc très peu. Je me déplace beaucoup parce que je veux passer du temps avec eux. Alors je veux passer du temps dans le temps de travail, Ouais. qui est important, Ouais. parce qu'il faut être aussi cadrant de temps en temps, et puis des fois on se dit des choses pas forcément toujours agréables. Ouais. Faut savoir les dire, faire preuve de courage Mais donc, managérial. pour dire les choses difficiles, tu y vas. Ah oui, j'y vais. Alors bon, il y a peut-être ça, c'est peut-être aussi mon côté un peu gendarme de temps en temps. Où je suis assez directif Ouais. aussi, mais finalement ça se passe bien. Mais par contre, je passe beaucoup de temps avec eux. Il faut que je les connaisse, il faut qu'ils me connaissent, il faut qu'ils me fassent confiance aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, le temps qu'on passe en off, on va dire, c'est du temps où j'enlève le costume de patron. Et là, c'est comme ça qu'on crée du lien. Tous les nouveaux représentants qui arrivent dans l'entreprise, je passe toujours une soirée avec eux au restaurant, c'est important. C'est aussi là où j'apprends à les connaître. C'est aussi là où je vais les reconnaître quand je pars après en région. Et manger ensemble, ça aide quand même. Ouais, ça aide. Passer du temps, manger, ça aide. Ouais. Et pour les managers, je passe beaucoup de temps aussi en off avec eux, pour aussi qu'on apprenne à se connaître. Ouais. Et puis, on emmène une équipe parce qu'ils ont envie d'être avec vous. Un bon manager, pour moi, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être. Si on n'a pas envie d'être avec son manager, c'est compliqué. C'est comme un représentant avec son client. Le client, il va voir le représentant, il va choisir son représentant au-delà de la qualité de ses produits, de son service, etc. C'est d'abord avec quelqu'un avec qui il a envie d'être. Ouais. S'il n'a pas envie d'être avec le représentant, ça marche pas. Un bon patron, un bon manager, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être. Si on se dit, moi, j'ai pas du tout envie de passer du temps avec ce gars-là, je considère que c'est plus compliqué. Ouais. Voilà. Donc c'est du temps physique avec avec eux. Oui. C'est de l'informel beaucoup. Aussi, oui. Ouais. Tu m'as dit aussi des fois, j'aime bien sortir du cadre. Oui, carrément. Qu'est-ce que tu entends par sortir du cadre, toi, quand tu passes du temps avec eux? Là, aujourd'hui, il y a des réunions qu'on fait à l'extérieur de l'agence parce que c'est important qu'on sorte du cadre et on arrive à se dire les choses de façon plus libérée, différente. C'est-à-dire que tu vas dans un café, tu vas te balader, vous faites quoi? Alors, on va pas se balader, mais on peut aller dans un café, par exemple, on peut aller dans un hôtel, on peut aller... voilà, ça, c'est des choses où on va sortir du cadre. Ouais. Et puis, lors des soirées aussi, on peut se dire les choses. Ouais. C'est important. D'ailleurs, j'ai imposé beaucoup au début à faire toujours des soirées avant les points de performance trimestriels. Ça s'est fait correctement. Et puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce qui est plutôt marrant, c'est que les gens avec qui j'en fais peu me demandent d'en faire. Ils me disent, ouais, mais t'en fais beaucoup avec... T'as fait plus de soirées avec un tel et moi. Et puis nous, finalement, on fait pas grand-chose entre nous. Quelque part, c'est que ça fonctionne. Donc je suis assez content. Et toi, parce que du coup, quand tu me racontes ça, toi, t'habites à Tours, ce que tu disais, t'as des agences partout sur la façade ouest. Oui. Comment tu t'organises? Parce que pour toi aussi, c'est beaucoup de temps passé sur la route. Oui. Comment t'arrives à gérer ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où... la visio a soulagé aussi de ça. C'est vrai. En tout cas, une partie des déplacements. Alors, ça a plein de revers. Hein. Mais donc, du coup, toi, tu as pris le parti de rester là-dessus. Comment tu gères dans ton orga au quotidien? Pour pas que ça soit pesant, tu vois, non plus. Alors, première chose, j'essaie de pas faire de différence entre les managers sur mon temps de présence. Ce qui est déjà très compliqué. Ouais. Après, de façon très simple, j'ai une grande boucle du sud, là. Donc, je commence à droite ou à gauche. Bordeaux, Tarbes... Toulouse et je remonte, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais en général, je fais ma boucle. Mais tu fais ta boucle tous les combien de temps? Tous les mois et demi, okay. À peu près. Tous les mois et demi, la boucle. Ce qui n'empêche pas de temps en temps d'aller, parce qu'il faut absolument le faire à Bordeaux ou à Saintes, ou voilà. Ouais. La Bretagne, j'ai considéré beaucoup de temps sur la partie bretonne au démarrage. Là, j'y vais de temps en temps aussi, tous les mois. Je vais en Bretagne. Et puis, je suis assez régulièrement aussi en Normandie, au siège. Donc, j'essaie de varier mon temps. La difficulté pour moi, c'est de me dire, vraiment d'être présent un peu avec tout le monde de la même façon, de la même fréquence. Ce qui n'est pas toujours simple. Et du coup, tu les vois tous les combien de temps, TN-1? Alors déjà, on s'est au téléphone toutes les semaines. Ouais. C'est toutes les semaines, au moins un coup de fil. Ah oui, au minimum. Au minimum un coup de fil. Parce que ça se fait beaucoup au téléphone. Parce que le temps en voiture, c'est pas du temps perdu, c'est du temps de travail. Parce que je passe beaucoup de temps au téléphone. À parler de beaucoup de sujets. Après, dans le sud, c'est plutôt tous les mois et demi. Et puis effectivement, autour du siège, c'est un peu plus fréquent. Et donc du coup, toi, dans ton orga aussi, j'imagine que tu t'es allégé de plein de choses pour pouvoir faire ça. L'avantage d'avoir les directeurs de région, c'est aussi que pour moi, ils doivent être patrons de leur région. Ouais. Donc il y a des décisions où moi j'arrive, je dirais, un peu au final. Mais il y a plein de choses où ils sont responsables de leur business sur leur région. Donc je me suis allégé de certaines choses, ça c'est sûr. Et du coup, tu penses que, moi j'ai l'impression quand tu me parles que tu passes beaucoup de ton temps à manager en fait. Ouais, alors je passe beaucoup de temps à manager,
J'ai aussi l'habitude de dire à la DRH, Marina, que je suis un peu DRH bis, finalement, parce que je fais beaucoup de RH. Ouais. Et puis, en fait, l'essentiel de mon temps à moi, c'est dénouer les nœuds. En fait, moi, je suis à leur service. Je considère pas du tout qu'ils sont à mon service. Je considère que je suis 100% au service de mon équipe à dénouer les nœuds, parce que quand ça arrive à mon niveau, c'est que souvent, le nœud, il est un peu plus gros. Donc le nœud, ça peut être un nœud avec un client, donc je vais avec eux chez le client. Ouais. Ça peut être un nœud avec le siège. Okay. Voilà, où là, j'imagine que là, c'est surtout toi qui fais le lien. C'est moi qui fais le lien, et puis là, j'essaie de dénouer pour qu'eux puissent faire du commerce. Voilà. La mission, c'est essentiellement celle-là. Je considère que j'ai fait mon job quand les nœuds sont dénoués et qu'on fait du commerce et que ça évolue et que on ait des résultats. Et les nœuds qui t'arrivent, tu les trouves légitimes quand ils t'arrivent? Parce que du coup, pour moi, le résultat de tout ce que tu as fait là, de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que normalement, ce qui t'arrive, tu te dis, ouais, ça non, effectivement, ils pouvaient pas le démêler sans moi. Alors, ça dépend aussi des managers, il y en a qui sont récents. Ouais. Donc, là où je suis en accompagnement de façon un peu plus importante. Dis pour ceux peut-être un peu plus installés, où tu peux avoir un meilleur... Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de discussions avec le patron aussi. Ouais. Sur la stratégie, j'imagine. Sur la stratégie, on a mis en place des divisions commerciales. Donc, là, on est passé de 2 divisions à 5 divisions. Donc ça a créé aussi quelques nœuds, on va dire. Donc il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Aujourd'hui, ça avance bien. Puis l'idée pour moi aussi, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Parce qu'on a fait beaucoup de changements. Il faut donner du sens. Et j'ai toujours pour habitude de dire, c'est un peu marrant, c'est que j'étais dans des grands groupes, moi. J'avais souvent un patron qui me présentait un plan à 5 ans, puis au bout de 3 ans, il était parti. Donc moi, j'ai essayé de faire l'inverse. J'ai essayé de présenter un plan à 3 ans aux équipes. Je suis encore là au bout de 4 ans. Donc c'est bon, tu peux renouveler le plan et le faire, le changer. Mais bon, tout ça s'est fait avec l'équipe. Moi, j'ai pas fait grand-chose en fait. Ça s'est fait parce qu'il y avait l'équipe qui a accompagné, et ça s'est fait parce que le patron il a validé et il a aussi accompagné. Sans lui, évidemment, je n'aurais pas fait tout ça. Et donc du coup, ta répartition de temps, c'est quoi? C'est 20% de stratégie, 80% de management? Aujourd'hui, c'est essentiellement du management. Essentiellement. La stratégie, il n'y en a plus beaucoup puisqu'elle est, il n'y a plus beaucoup. Ça ne nous empêche pas de réfléchir à d'autres choses, mais pour moi, une stratégie, elle est performante que si elle s'inscrit dans la durée. Le problème de beaucoup de grosses structures, c'est qu'ils changent la stratégie régulièrement. Moi, l'idée, j'espère que cette stratégie qu'on a mise en place, elle va durer pendant 10-15 ans. Une fois qu'on s'assoit sur la stratégie, il faut maintenant que ça porte ses fruits, parce qu'on n'est qu'au démarrage, mais on n'est pas là pour changer la stratégie tous les 3-4 matins. Donc l'idée, c'est par contre d'emmener l'équipe à ce qu'ils valident cette stratégie, ça s'est fait, et maintenant qu'on déploie pour qu'on tire les fruits de tout ça, par le développement de notre chiffre d'affaires, de notre marge. Si je résume, tu m'arrêtes si je me trompe, alors on pourrait dire plein de choses, mais moi j'ai l'impression que c'est de l'autonomie. Oui. Et du coup l'organisation qui va bien avec. Oui. Parce que beaucoup d'autonomie. C'est pas bien. Peu de reporting. Prendre le risque de peu de reporting. Oui, assumer. Assumer. Peu de visio, beaucoup de physique et de proximité. Énormément de physique et de proximité et le moins possible de visio, sauf quand c'est nécessaire et des fois ça l'est. Et du coup, prendre du plaisir à être ensemble. Oui. Ce qui est plus compliqué en visio, on va pas se mentir. Oui, prendre du plaisir au travail, être ensemble. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin de ça c'est aussi mon moteur, mon carburant, c'est de prendre du plaisir au travail. Si je me marre pas dans la journée, c'est raté, c'est pas une bonne journée. C'est pas bon pour moi. Et pour je fonctionne pas comme ça. Si je suis enfermé dans un cadre et dans un bureau toute la journée, je tiens pas. Tu pètes un câble. Il faut que je vois les gens, moi j'ai besoin de prendre la contact, voiture, j'ai besoin de voir les gens. Et puis l'autre chose, c'est comprendre ses collaborateurs, ce que tu me disais, très inspiré de ton management du bénévolat. Oui. C'est comprendre chacun, quoi. C'est la passion partagée. Oui. Et puis après, c'est chacun comment je m'adapte et comment je les manage sur mesure, quoi. Alors l'idée, c'est déjà, il faut être en confiance. Donc dans tout ce que tu as cité, il y a aussi la confiance qui est importante. Ouais, qui est le socle de tout ça, quoi. Pour moi, c'est très important, c'est sûr. Mais qui se construit avec tout ça aussi. Oui, bien sûr. C'est les boucles vertueuses, quoi. Et avec le patron aussi. C'est important aussi de sentir qu'il a confiance et que j'ai confiance aussi, parce que sinon ça fonctionne pas. Et puis, pour en revenir à ce que c'est, oui, c'est sûr que l'idée pour moi, c'était pas de prendre 6 ou 8 personnes qui ont le même profil. Et surtout pas des gens qui ont exactement le même profil. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je l'ai oublié dans le résumé. Donc il faut des gens qui ont des profils différents et des gens qui vont pouvoir apporter des choses différentes. Donc l'idée, c'est aussi de les faire travailler ensemble. Donc j'ai fait des groupes de travail des fois sur des gens qui avaient peut-être un peu moins d'affinité, qui avaient des profils différents. Donc au début, ils me disaient « Ah, tu m'as mis avec un tel ». Sauf qu'aujourd'hui, ils étaient tous très contents en fait. Ils ont appris à se connaître, donc on fait des réunions aussi là-dessus. Mais le choix des profils est très important. Et s'adapter au profil, faire en sorte aussi de faire évoluer sur les points forts et les points faibles. Alors, faut rester humble, on n'a pas 100% raison sur tout, c'est pour ça que des fois il y a des discussions. Et puis aujourd'hui, depuis 3 ans, il n'y a pas un manager qui est parti. Les directeurs de région sont toujours là, ça se passe bien. Pour moi, c'est toujours un gage de qualité, on va dire. Donc oui, c'est bon signe. Et les résultats sont là? Oui, les résultats sont là. Alors moi, je suis un éternel insatisfait par rapport à ça, donc je dirais que j'attends encore plus des équipes, j'attends encore plus au niveau des résultats.
Mais oui, les résultats sont là. Tant mieux. Ouais, ça veut dire que tout ce que tu as mis en place, ça marche. Oui, ça marche et puis ça me permet aussi, moi, de m'inscrire dans la durée. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que je puisse prendre du plaisir à rester dans l'entreprise parce que j'y crois et c'est important de m'inscrire dans la durée dans cette entreprise. Ouais. Écoute, merci beaucoup Stéphane, en tout cas, d'être venu nous donner toutes ces pratiques managériales en espérant que ça puisse inspirer d'autres personnes ou les aider. Merci. Si on a des managers qui voulaient s'entretenir avec toi ou échanger avec toi de sujets qu'on a pu soulever dans l'interview, comment on te contacte? Bon, déjà, c'est avec plaisir, il n'y a pas de problème. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, donc il n'y a aucun souci et je le ferai en toute humilité parce que je considère qu'il n'y a pas qu'une bonne méthode. LinkedIn, ça me paraît le meilleur moyen de me contacter. Stéphane Mariano, je suis sur LinkedIn. Sur LinkedIn, très bien. Pas de souci. Super, merci.